Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres et des débats de la recherche en histoire. Je suis André Loez, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Emma Rothschild. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Harvard, vous dirigez le Centre d'histoire économique de Harvard en lien également avec Sciences Po Paris. Et je suis très heureux de pouvoir vous recevoir pour ce passage à Paris à l'occasion de la présentation de votre livre, De proche en proche, paru aux éditions du Seuil, qui est une plongée dans l'histoire sociale de la France du XVIIIe, XIXe siècle, à partir d'une famille, mais d'une famille élargie dont vous avez tiré les fils des descendants et sur plusieurs générations pour faire une sorte de portrait collectif, de biographie collective d'une famille française. On va parler ensemble de ce livre qui est très intéressant dans sa méthode, très originale aussi. Au cœur de ce livre, il y a un document de 1764 qui est un contrat de mariage avec 83 signataires à Angoulême. Et en vous lisant, on comprend que ces archives départementales, municipales d'Angoulême, vous les fréquentez depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous a amené à partir de ce document ? Comment s'est créée cette recherche qui se fonde, encore une fois, comme point de départ sur un acte notarié très spécifique de l'Ancien Régime français ? Merci de m'avoir invité d'abord. Je fréquente les archives départementales de la Charente depuis 30 ans maintenant et j'ai pris le goût de l'archive à Angoulême, il y a très longtemps. L'origine de ce livre, c'est en effet 2 documents que j'ai trouvés dans les archives départementales. L'un, c'est le contrat de mariage. La mariée était fille d'un menuisier et le mari était fils d'un tailleur dans la ville d'Angoulême. L'autre document, c'était une procuration faite par la mère de la mariée. C'était une veuve illettrée qui s'appelait Marie Aymar. Son mari, le menuisier, est parti dans l'île de la Grenade pour travailler pendant 7 ans comme engagé. Il a été embauché par un planteur de la ville. Et il est mort en rentrant en France et on lui a raconté qu'il a fait une petite fortune, qu'il a pu acheter quelques esclaves qui travaillaient pour lui. Et la procuration, c'était pour essayer de savoir où il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé avec la fortune qu'il est censé avoir. Et je m'intéressais beaucoup à cette histoire de quelqu'un du milieu des artisans d'une petite ville assez loin de la mer et une aventure dans les colonies à l'époque française, ensuite devenue anglaise. Et je suis tombée sur cette procuration. Et ensuite, j'ai trouvé le contrat de mariage de sa fille, daté de quelques semaines plus tard. Et je l'ai tourné. J'ai vu toutes ces signatures. Et c'était assez anormal. J'ai vu même des contrats de mariage des ducs et des comtesses, etc., qui n'en avaient pas autant de signatures. Et je me posais la question, pourquoi cette sociabilité dans ce milieu d'Angoulême? Et j'ai commencé à dire, est-ce que je pourrais trouver qui c'était? Ça a l'air d'être la signature d'un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'île de la Grenade? Qui est la personne auquel le jeune homme auquel elle a fait cette procuration? Et donc, je ne pensais pas que ça allait devenir un livre, surtout pas que ça allait devenir un livre qui ne se terminait que seuil du XXe siècle. Mais c'était une aventure. Je crois que je viens de lire un compte-rendu du livre, d'ailleurs assez gentil, mais qui en dit que c'est un projet qui semble un peu fou. Mais au début, je ne savais pas où ce trajet allait mener. Mais justement, à partir de ces 2 documents, on pourrait imaginer d'autres histoires. D'ailleurs, le titre anglais de votre livre, c'est Infinite Histories, oui, pour dire que, par certains côtés, cette histoire peut être infinie du point de vue du nombre de documents, du nombre de pistes qu'on suit. Et c'est vrai qu'à partir de ce contrat et de cette recherche de la fin du XVIIIe siècle, on pouvait écrire une monographie sur la période, on pouvait écrire une mini-biographie, on pouvait écrire une histoire du mariage
en province au 19e siècle. Oui. Et vous avez choisi d'étendre dans le temps, dans l'espace, dans la famille, et d'aller sur 5 générations à partir des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants de cette femme, Marie Aymar. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers ce type de choix d'écriture? Vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire sociale. Et moi, ma formation d'historienne était profondément marquée par les déceptions autour de l'histoire sociale des années 80. Et à l'époque, je ne voulais pas être obligée de faire le choix entre le micro et le macro, entre le quantitatif et le qualitatif. Pour moi, c'était également de ne pas être obligé de trancher entre l'histoire et l'économie. Et en pensant à ces choix entre micro et macro, j'ai envisagé une échelle entre les deux. Et j'ai essayé dans un livre précédent sur une famille écossaise d'imaginer une histoire par contiguïté. Donc, on va d'une personne à l'autre, une personne dans une famille, une personne qui habite à côté, des voisins, des collègues du travail. Et j'ai essayé d'imaginer ce que ça pourrait donner. C'est bien sûr une idée assez ambitieuse qui pourrait mener jusqu'à, je m'en souviens de Borges, de la carte de l'Empire aussi grande que l'Empire. Mais c'est dans cet esprit que j'ai commencé à rechercher les signataires et la famille de Marie Aymar. Et au début, dans le cadre assez classique de l'histoire sociale, donc c'est-à-dire les amis, les gens qui ont signé comme marins et parrains, les voisins. Mais ensuite, je me posais la question, mais pourquoi pas la contiguïté sur la dimension du temps? Et pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec les enfants de Marie Aymar, j'étais obligée de les suivre dans leur propre vie, c'est-à-dire quand la Révolution française est arrivée à Angoulême, qu'est-ce qui s'est passé au début tout simplement pour savoir si Marie Aymar était mort quand ils se sont mariés, etc., etc. Mais je me sentais entraînée dans le fil de l'histoire, dans le sens proprement dit de la direction unidimensionnelle de l'histoire. Vous avez parlé des déceptions de l'histoire sociale, et c'est vrai qu'en vous lisant, on est frappé par le type de matériaux utilisés. C'est le même matériau qu'utilisait par exemple Pierre Goubert dans les années 1960, lorsqu'il travaillait sur les registres paroissiaux de Beauvais au XVIIe siècle, et qu'il avait mis en série avec vraiment l'idée de l'histoire quantitative et de raconter la vie, comme il l'écrivait, de 100 000 provinciaux au XVIIe siècle. C'était le titre d'un des livres qu'il avait tiré de son enquête. Et en vous lisant, on a une enquête très différente dans son approche, puisque vous avez fait un travail de modélisation, quantification, mais qui est pas tellement dans le livre, qui est sur des annexes en ligne. On peut aller consulter des tableaux et des cartes que vous avez faites à partir de cette modélisation. Mais le livre est beaucoup plus narratif. Vous racontez des petites histoires, environ 80 histoires, extraites de ces archives. Donc c'est vraiment utiliser un matériau qui est le matériau classique de l'histoire sociale quantitative pour dire autre chose. Oui, j'étais profondément inspirée et influencée par Pierre Goubert, que je cite dans le livre en parlant de se mettre à compter furieusement, interminablement. Mais deux réponses. D'abord, la plupart du livre, ça se passe au 19e siècle. Donc, la nature des sources est assez différente, même si les descendants de Marie Aymar ne faisaient pas grand bruit dans la presse écrite, par exemple, mais quand même, les sources sont différentes. Deuxièmement, je crois que j'ai voulu esquisser une approche pluraliste en ce qui concerne les méthodes, d'utiliser de méthodes différentes par période, par personne. Et en ce qui concerne le récit, oui, j'ai voulu
rendre à l'histoire de la vie économique le côté narratif. Marc Bloch, par exemple, qui était lui-même professeur d'histoire économique dans les années 30, il a parlé des problèmes de l'histoire économique en tant qu'envisageant un monde sans être humain, uniquement les abstractions, uniquement les grandes tendances. Et je crois que dans ce livre, j'ai essayé de rendre un peu le côté vie des individus à l'histoire économique. Peut-être pour terminer sur cet ancrage historiographique, en lisant votre livre, on pense beaucoup à un autre livre qui est devenu un classique, qui est le livre d'Alain Corbin sur Pinago. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de quelqu'un qui est pas une grande figure politique, qui est quelqu'un qui a laissé que les traces basiques que laisse quelqu'un dans les registres d'état civil et un certain nombre d'actes administratifs, mais qui n'a pas imprimé sa marque et qui n'a pas laissé d'égaux documents. La plupart des gens que vous étudiez, en commençant par Marie Aymar, qui, vous le dites, ne signait pas elle-même, ne savait pas signer, sont comme des Pinago du 18e à Angoulême. Au lieu d'être dans l'Orne au 19e siècle, on est au 18e à Angoulême, mais par certains côtés, ça ressemble un petit peu à cette démarche de faire exister des gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes à travers des textes qu'ils nous ont laissés. Ah, Alain Corbin est quelqu'un avec qui je dialogue beaucoup dans les notes les 130 pages de notes de ce livre, en commençant en disant que le beau-père de Marie Aymar était sabotier comme Louis-François Pinago. Et Corbin a écrit quelque chose de très joli. Il disait qu'un livre sur quelqu'un qui a existé peut dire des choses sur les grandes questions de la modernité. Et je crois que c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais il y a aussi un côté... Corbin parle de sa vision à l'avenir des études pinagotique, donc des autres chercheurs qui vont retrouver les traces, encore plus de traces de Louis-François Pinago. Et je me sens très tentée par ça en ce qui concerne la descendance de Marie Aymar. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aurait des études aymardesques, mais moi, comme historienne, j'essaie toujours de trouver des réponses à des questions que je n'ai pas, qui m'a beaucoup troublée, de trouver des personnes que je n'ai pas pu trouver, etc. Même sur le site, on a une rubrique qui s'appelle « Continuation ». Le livre apporte des éléments pour comprendre quelque chose d'assez fondamental. C'est vraiment une des choses qui m'a frappé dans les premiers chapitres et que vous évoquez à travers cette procuration faite par Marie Aymar, qui est que même dans une ville provinciale petite et que tout le monde décrit comme un peu endormie, Angoulême, de la fin du XVIIIe siècle, il y a un lien très fort avec les colonies et avec l'empire colonial français. Alors ça se manifeste comment ? Dans plusieurs dimensions. Il y avait un va-et-vient avec les colonies parce qu'il y a pas mal de familles, même dans ces milieux d'artisans, où un des 5 enfants est parti faire fortune en Amérique. Dans les archives notariales, il y a beaucoup de correspondances avec le fils de l'Amérique à propos des héritages, des décès, également des procurations. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi... Angoulême était une ville assez aristocratique. Il y avait pas mal de familles qui sont rentrées de l'Amérique avec des gens en état de servitude. Il y a dans les registres paroissiaux d'Angoulême, j'ai trouvé, je crois qu'il y a 7 ou 8 cas de personnes baptisées qui sont décrites comme natifs de quelque part en Afrique. Et c'était évidemment des gens qui ont été vécus comme esclaves en Amérique. Et il y a quelqu'un qui figure dans le livre, dans la période révolutionnaire, qui lui-même est né esclave à Saint-Domingue. Il a été libéré à sa naissance, émancipé à sa naissance. Il est venu en Angoulême. Il travaillait dans l'horlogerie.
et il est devenu un des chefs de la Révolution française à Louis-Félix, à Angoulême. Et il a traversé la Révolution très bien. Il est resté à Angoulême. Je crois qu'il est mort après la Révolution de 1948, toujours horloger à la retraite. Donc, il y a des histoires comme ça. Louis-Félix habitait dans la place du Mûrier, qui était la place centrale d'Angoulême, où il y avait la guillotine, il y avait beaucoup des couvents qui ont été, les religieuses qui ont été expulsées. C'était quelqu'un de très visible dans l'histoire d'Angoulême. Et ça m'a beaucoup frappé parce que chez Balzac, comme chez pas mal de gens, on pense que Angoulême était une vie isolée, une vie bien sûr, mais au sein de la France profonde. Et il y avait tout ce monde très connecté avec les informations sur les Amériques, sur les colonies. De manière plus générale, le thème de l'information revient beaucoup dans votre livre. On a l'impression que vous étudiez une société de gens souvent très modestes, Ouais. d'artisans, parfois domestiques, en tout cas de gens qui sont au bas de l'échelle sociale, mais que les gens, évidemment, cherchent à agir et à comprendre les conditions dans lesquelles ils agissent, et donc à connaître leurs droits, à se mobiliser. Ils ont recours à des notaires, ils ont parfois recours à des avocats. Donc même avant la Révolution, on est dans une société qui utilise l'écrit et qui utilise la recherche d'informations pour se situer. Et de ce point de vue-là, c'est un des éléments aussi que vous mettez en avant, cette idée qu'on peut être une veuve illettrée et pourtant faire appel aux ressources de l'écrit, du droit et de l'information pour essayer de faire valoir ses droits. Je suis très contente que vous avez noté ce côté du livre, parce que ce qui était très important pour moi, nous vivons tous dans une société d'information. On regarde dans la rue, tout le monde parle au téléphone ou regarde des informations au téléphone. Et ce qui me semblait fondamental en écrivant ce livre, c'était de penser comme si ces individus dans le passé étaient des individus comme nous, qui s'intéressaient à la vie des autres, qui s'intéressaient aux nouvelles du monde extérieur, qui s'intéressaient, comme vous le dites, à leurs propres droits. Et j'ai essayé de tenir ce fil à travers toute l'écriture du livre. Ce sont des gens comme nous, même s'ils sont illettrés. Je crois que Marie-Aimard n'a jamais voyagé. Elle a peut-être voyagé 800 mètres de là où elle est née. Mais c'était quand même quelqu'un qui s'intéressait au monde, qui avait les lettres de son mari. C'était bien. J'imagine que c'était son fils qui les a lues pour elle. Mais c'était une personne plongée dans un monde d'information. Un monde d'information, un monde de rumeurs, de témoignages. Il y a une petite affaire, mais qui donne de la couleur au livre, qui est l'affaire du vol d'un chien. C'est oui. La fille de l'écrivain Laurence Sterne, l'auteur de Tristram Shandy, qui vit en Angoulême à ce moment-là. C'est d'ailleurs un peu étonnant de voir un couple, une famille anglaise arriver là, et puis leur chien est volé. Ça fait partie de ces micro-événements que vous retrouvez dans les archives ? Ah oui, honnêtement, c'était un des moments aux archives que je me disais, c'est pas possible, que j'ai lu le nom en bas et c'était Elisa Stern. Et je me disais, ça peut pas être la fille de Stern, mais c'était bien elle. Et les documents, ça c'est dans les archives judiciaires, étaient vraiment passionnants parce que ça donne l'idée de chaque voisin. Hein. Et je peux même, parce que le centre-ville d'Angoulême n'a pas beaucoup changé depuis, je peux même voir les maisons où tout se passait, où la personne s'est filée avec le petit chien. Et c'était pour moi assez cinématique. Je donne un nom qui est un peu de Chekhov à ce petit récit, la dame avec le petit chien. Mais
Angoulême, et comme vous le savez bien, c'est le centre mondial de la bande dessinée. Et si j'imagine qu'un de ces jours, on va faire une bande dessinée à propos de l'histoire d'Angoulême et des récits dans mon livre, j'imagine surtout l'épisode avec le chien de la fille de Laurence Stern. Cet épisode, entre guillemets, spectaculaire, il contraste avec l'impression que rien ne se passe à Angoulême sous la Révolution. Ou en tout cas, il se passe que des choses assez banales et normales. Mais vous montrez en même temps que ça a des conséquences extrêmement profondes, alors qu'on connaissait par ailleurs, bien sûr, hein, mais en particulier, le matériau d'archives change, puisqu'on passe des registres paroissiaux au registre d'état civil. Alors, ça ressemble beaucoup, mais c'est quand même pas tout à fait identique. Et ça marque quand même une césure dans votre documentation et dans ce que vous arrivez à reconstruire de ces gens que vous étudiez. Je suis extrêmement adonnée aux séries L des archives départementales, c'est-à-dire les archives de la période révolutionnaire qui sont parfois assez fragmentaires. Il y a un registre où je m'intéressais énormément, mais quand je l'ai demandé plusieurs fois aux archives, on m'a donné une note, un post-it en disant poussière. Donc, ça n'a pas été conservé, mais ce sont les archives de la période des 10 ans de l'administration révolutionnaire du département et de la ville. Plusieurs des descendants de Marie-Aimard, les fils et les petits-fils, bien sûr, ont travaillé pour l'administration municipale à la période révolutionnaire. Donc, j'ai pu les trouver, les reçus pour leur salaire, etc., des documents signés par eux, des registres de présence dans l'administration municipale. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé une série vraiment très riche, qui est autour des biens nationaux, les biens saisis au début de la Révolution, les biens de l'Église, les biens des émigrés. Et j'ai trouvé vraiment une immensité d'échanges de ces biens. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'essor, les événements économiques de la Révolution française au niveau local. Il y a un grand livre de Gilles Postel-Vinet avec Hoffman et Rosenthal qui utilise les archives notariales sur les prêts, je crois qu'il l'appelait en anglais dark credit, donc les créances et les dettes qui n'entrent pas dans les séries des institutions financières. Et eux, ils suggèrent que c'était quand même une période de beaucoup d'innovation en ce qui concerne, paradoxalement, les institutions du marché de propriété, des marchés financiers en France. Et c'est tout à fait ce que j'ai trouvé en suivant les transactions dans les biens nationaux. Très souvent pour je crois que le fils de Marie-Aimard, il a loué une 6e partie d'un immeuble. C'était pas de grosses sommes, mais on a invité une façon, pour ainsi dire, un peu démocratique de gérer la propriété foncière. Et ça m'a beaucoup frappé. D'autant plus qu'à Angoulême, vous le montrez, Angoulême n'est pas une capitale économique majeure de la production industrielle, mais aussi bien sous l'Ancien Régime qu'au XIXe siècle, il y a une activité économique qui pourrait presque passer inaperçue parce que ce n'est pas ce qui rentre d'habitude dans la case économie, c'est l'Église. L'Église qui est un énorme propriétaire et l'Église qui a son propre ancrage économique, sa consommation, ses acteurs économiques. Et finalement, ça joue un rôle dans l'économie locale. Et la Révolution le met beaucoup en lumière. Dans l'économie locale, mais également dans l'économie nationale, parce que la même chose se passait un peu partout en France au XIXe siècle. C'était une espèce d'architecture
de sécurité, une architecture de l'ordre. Une des petites filles de Marie-Aimard s'est mariée avec un jeune homme qui est venu de Paris pendant la Révolution pour devenir professeur de dessin à l'école centrale d'Angoulême. Ensuite, il est devenu architecte. Il a travaillé beaucoup avec les églises dans le nord de la France. Il a fait reconstruire la maison centrale de Clairvaux. Il a toute une économie de bâtiments, de reconstruction, de restauration dans le sens physique, qui est très difficile à mesurer pour l'histoire économique, parce qu'à l'époque, c'était passionnant de procurer des chiffres sur les emplois dans les chemins de fer, dans les textiles, etc. Mais c'était les industries du bâtiment et a fortiori l'industrie, les services publics, l'église, les douanes, c'était censé être improductif, donc on n'avait pas très besoin de les compter dans les grandes statistiques publiques. Et ici, je crois que je pense un peu aussi comme historienne de la vie économique contemporaine. Nous connaissons maintenant que les services publics, le secteur public est extrêmement important pour la vie économique, pour l'avenir économique de nos sociétés. Mais c'était également le cas au XIXe siècle et je crois que c'était au niveau micro de cette famille des descendants de Marie-Aimard. C'était aussi un secteur dynamique. On pourrait devenir pas vraiment riche, sauf dans certains cas, mais on peut avancer dans ce secteur qui est globalement improductif. Il y a une seule des personnes de cette famille qui est venue vraiment célèbre, connue à travers le monde. C'était le cardinal Charles Martial allemand Lavigérie. Et lui, je crois pas que c'est juste ce qu'on disait en son vivant, qu'il était devenu riche, parce qu'il n'était pas riche, mais il a accru une puissance économique remarquable dans sa vie d'archevêque et de bâtisseur de la fabrique de l'Église en Afrique. Au moment de la Révolution, la plupart des gens que vous étudiez ne jouent pas de rôle majeur et ne sont pas de grandes figures de la vie politique révolutionnaire. Mais il y a un ou deux exemples assez intéressants qui montrent des manières d'être en révolution. Et je pense notamment à un des fils de Marie-Aimard. Et là, il y a un petit clin d'œil du destin, puisqu'il devient archiviste. Autrement dit, oui. Vous plongez dans les archives à la recherche de ces gens, et l'un des gens que vous trouvez est lui-même un des archivistes. Oui. C'était encore une fois un de ces moments où je me disais, mais vraiment, c'est que j'étais très contente. Oui, il a commencé comme enseignant. Au tout début, il avait l'idée de devenir prêtre, mais je crois qu'à la mort de son père, il a dû renoncer à ça. Il est devenu enseignant de bas niveau, maître de pension plutôt. Mais c'est évident qu'il aimait les papiers, les détails, les informations. Et je crois qu'il était embauché comme assistant dans les archives au début. J'ai trouvé des notations envoyées Ferrand pour trouver quelque chose. Si c'était pas archiviste n'était pas un métier extrêmement impressionnant à l'époque, mais il était évidemment très doué, très diligent. Il y a ce registre dont j'ai parlé tout à l'heure, où tous les employés de l'administration municipale étaient censés signer leur nom à 8 heures du matin chaque jour. Et évidemment, on a eu des problèmes de travail partiel, mais lui, il signait
chaque matin à 8 heures pendant des mois. C'était quelqu'un de sérieux et il est, vers la fin de la vie, il est devenu l'archiviste du département de la Charente. Mais je n'ai que très peu de choses de sa main à lui. Il n'y a pas d'image de lui, il n'y a pas de documents même sur la page des registres paroissiaux où il est marié. C'est abîmé. Donc, archiviste sans ses propres archives. Un autre personnage très singulier, très intéressant durant la période révolutionnaire, c'est la fille d'un perruquier, Marie-Madeleine Virol, qui est une royaliste. Oui. Et c'est très frappant parce qu'elle écrit une sorte de tract royaliste. Oui. Et en pleine terreur, à l'été 1793, et elle sait parfaitement qu'en faisant ça, elle risque la mort et elle l'assume. Et j'étais vraiment étonné de lire ce texte parce que ça montre plusieurs choses. Ça montre d'abord une femme qui s'intéresse aux questions politiques, qui agit, qui a l'air très décidée et qui ne retire pas du tout ses paroles et qui les assume. Et puis un royalisme assumé. Donc là encore, c'est une de ces petites histoires, mais assez hors du commun dans ce qu'elle raconte. Oui, je crois que ses interlocuteurs dans le bureau étaient eux aussi assez étonnés. Ils lui ont posé la question, mais avec tes origines de classe, pourquoi peux-tu dire des choses comme ça? Et elle a répondu, mais c'est ce que je pense. Ils ont pensé qu'elle était peut-être une fille d'émigrés déguisée, mais c'était pas du tout le cas. Et elles étaient deux jeunes femmes à Paris qui ont été arrêtées ensemble, qui ont été guillotinées ensemble. Elles étaient toutes petites. J'ai très peu d'informations sur leur vie, mais on raconte qu'elle avait, je crois que c'était 4 pieds, 8 pouces. C'était de toutes petites jeunes femmes qui ont... Elle a refusé dans ce qu'elle a dit de nommer l'endroit où elle habitait. Elle a refusé de mettre en danger les personnes chez lesquelles elle a travaillé comme lingère ou comme bonne. Mais c'était une histoire vraiment très frappante. Elle n'était pas de la famille de Marie-Aimée, qui était plutôt ancrée vers la Révolution. C'était une voisine et ses propres parents figurent dans la connaissance des personnes de cet endroit à Angoulême. Oui, parce qu'il faut bien le redire, du point de vue de la méthode, vous n'avez pas cherché à dégager un groupe cohérent de gens qui seraient tous en lien permanent les uns avec les autres, qui seraient une sorte de famille unie avec ses stratégies, avec ses ramifications. Vous tirez des fils, y compris vers des gens qui ne se connaissent plus et qui se sont éloignés dans des branches différentes, ou des gens qui étaient des voisins, des gens qui étaient des proches, qui ont signé à un moment ce contrat de mariage de 1783, et du coup, dont vous pouvez retrouver des traces, mais ça ne veut pas dire que vous étudiez un groupe social fermé sur lui-même. C'est même l'inverse. Vous montrez plutôt que, à partir d'un seul document ou d'un seul individu du XVIIIe siècle, on peut tirer des fils extrêmement différents et que ça va donner des parcours, même très opposés socialement, 20 ans, 40 ans, 100 ans plus tard. Oui, je crois. Des trajectoires opposées sur le plan politique dans ce cas, ainsi que sur le plan social, économique. Mais ce sont des gens qui ont dû se croiser auprès de la place centrale d'Angoulême. Ce sont des connaissances. Donc, pour moi, ça m'a permis de les inclure, de raconter ces récits des vies assez différentes. L'oncle de Marie-Madeleine Virol, qui était d'ailleurs en principe le médecin de Robespierre. Il fait partie d'une autre épisode à Angoulême à propos des héritiers de quelqu'un qui a fait une fortune à Martinique. Donc,
Il y a des liens qu'on peut trouver un peu partout. La Révolution française, c'est aussi un moment déterminant pour le changement de la nuptialité. Parce que de la nuptialité, du mariage. Ah oui. Parce que vous montrez deux choses. D'abord que, évidemment, le divorce devient possible, mais aussi que la Révolution provoque de tels bouleversements économiques, sociaux, militaires, qu'on se marie plus loin, on bouge plus, qu'autrement dit, le mariage est un peu moins endogame, mais que ça crée des possibilités sociales nouvelles, même des mobilités nouvelles. Oui, j'ai commencé à essayer de trouver les mariages de tous les petits-enfants de Marie-Aimard. Et petit à petit, j'ai compris que ça beaucoup a changé parce que les mariages dans la génération des enfants de Marie-Aimard étaient tout à fait endogames. Gabriel, l'archiviste, il s'est marié avec une fille qui habitait à 100 mètres de lui, même si sa famille est venue à Angoulême je crois d'Amiens dans la génération précédente. Mais épouser quelqu'un qui était de très loin, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé. La petite fille que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'est mariée avec quelqu'un qui est venu à Angoulême pendant la Révolution pour chercher un poste comme prof de dessin, ça m'a donné l'idée que c'était à la fois des gens qui sont venus à Angoulême pendant toute la turbulence de la période révolutionnaire, mais surtout les fils qui sont partis avec les armées. Il y a un qui est un des fils de Gabriel, de l'archiviste, et il était dans la Vendée où il s'est marié. Là, c'était cette lignée qui est devenue serviteur dans un restaurant de la rue Breda au XIXe siècle. Il y avait un cas très triste, quelqu'un qui a été grièvement blessé dans les armées italiennes de la période des guerres napoléoniques. Il est rentré à Angoulême avec une femme d'origine de Venise. Il y a un autre qui était avec les armées au Mont. Donc, il s'est marié là-bas. C'était une ouverture sur le plan de la famille proprement dit qui est assez frappant. Et par contre, il y a 5 des petits-enfants de Marie-Aimard, 5 filles célibataires qui sont restées à Angoulême toute leur vie, à 100 mètres de là où habitait la famille. Et elles sont devenues, dans un sens, le cœur de la famille, dans le sens où tous les cousins qui habitent un peu partout reviennent à Angoulême au 19e siècle, habiter chez ces 5 fils célibataires qui ont d'ailleurs fait de très bonnes transactions dans les biens nationaux et ont pu acheter une école de jeunes filles. Donc, ils avaient de la place et tout le monde revenait à Angoulême, surtout après l'avènement du chemin de fer, mais pour se rencontrer chez ces 5 sœurs célibataires. Et donc là, le rôle des femmes, y compris des femmes non mariées, m'a également beaucoup frappée. Justement, ces 5 sœurs, je voulais vous en parler parce que ça va vraiment à l'encontre, ce passage du livre, de ce qu'on a l'habitude de dire sur une société façonnée par le code civil et donc par l'impuissance juridique des femmes, mineures juridiquement, en l'absence de père ou de mari, et finalement n'étant pas capables, n'ayant pas de agency, d'agentivité juridique, économique. Or là, on a bien 5 sœurs qui sont des institutrices, qui vont acheter ensemble, qui vont agir, qui vont avoir finalement une autonomie. Donc ça vient retoucher un petit peu cette image du 19e siècle patriarcal. Il l'est, mais tout en l'étant, il laisse des possibilités sociales. Mais on avait beaucoup plus de liberté si on est célibataire et si on est veuve. C'est ça qui est même au sein du Code civil. C'était plus facile. Les sœurs mariées ont dans les documents pour la vente de la maison de leurs parents, les 5 sœurs célibataires ont signé
les sœurs mariées ont dû faire signer le contrat par leur mari, qui m'a beaucoup frappée. Mais je crois que c'est aussi une des grandes questions de l'histoire économique du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'emploi des femmes mariées et non mariées? C'est un travail qui n'était pas très bien mesuré dans les recensements de la période, mais c'était quand même quelque chose de très important dans l'histoire de la France. Et ça aussi, j'espère que ce livre va faire réfléchir et peut poser des questions à des chercheurs. Je pourrais maintenant travailler sur ça. Moi, j'ai des dizaines de pistes où je serais ravie de faire davantage de travail. Mais j'espère que la combinaison les possibilités de trouver des données dans ce monde pléthorique d'informations, de data, de données, de numérisation à la fois, et des questions qui se posent dans notre monde contemporain, c'est-à-dire le rôle économique des femmes, le rôle économique du secteur public, peut poser des questions sur le passé. Pour terminer, du point de vue de la méthode, vous avez fait un livre qui n'a pas une thèse majeure qu'il défend à travers des exemples, mais c'est plutôt des exemples des vies et des histoires juxtaposées, les unes après les autres. Certaines, vous en tirez des éléments d'analyse, certaines sont presque seulement racontées en disant voilà l'histoire de cette personne qui était artisan et celle-ci qui était religieuse, etc. Sans toujours en tirer une conclusion, une analyse, et parfois en les rattachant à des phénomènes plus larges. Donc ma question, pour finir, serait: quelle est la montée en généralité possible à partir de cette étude très locale, très localisée, qui est celle de Marie-Aimard, ses descendants et les personnes qui étaient de son environnement social à Angoulême à la fin du XVIIIe siècle? Comment on fait à partir de ces petites histoires particulières pour retoucher un tableau d'ensemble, ou créer un tableau d'ensemble, ou proposer une lecture d'ensemble? Ou est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une non-question? La grande question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les recherches m'ont fait réfléchir, m'ont fait penser à des questions différentes sur l'histoire de la France. J'espère que le livre va faire réfléchir. Et en plus, j'espère que le livre va donner un peu le goût de l'archive pour des chercheurs, y compris, honnêtement, pour des chercheurs qui ne sont pas des historiens, mais qui sont les personnes avec lesquelles les historiens partagent l'espace virtuel et physique des archives maintenant, c'est-à-dire les personnes qui recherchent l'histoire de leur propre famille. Si les personnes qui recherchent la date de naissance de leur grand-mère commencent à se poser la question, mais est-ce qu'il y avait des amis? Est-ce qu'il y avait des sœurs non mariées? Où habitaient-elles? Ou qu'est-ce qu'elles faisaient comme travail? Ça, ce serait super, parce c'est un moment d'énormément de changements dans les technologies de l'histoire, et aussi dans les possibilités de trouver des documents. Donc, le leçon générale, c'est pluraliste, encore une fois, réfléchir, se poser des questions et faire davantage de recherches sur ces récits et sur d'autres récits. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro? Ça doit être Les illusions perdues de Balzac. Pourquoi Les illusions perdues?
C'est un roman terrifiant, génial, qui une grande partie se passe en Angoulême. Et c'est un grand livre d'histoire aussi. Merci beaucoup Emma Rothschild. Je rappelle le titre de votre livre « De proche en proche, une famille ordinaire dans l'histoire de France » aux éditions du Seuil. Thank you. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.